Enseignement 0. Onjikuden. En japonais sur le bouddhisme, leçon 21 mois. Marcel Azirignon. La réincarnation du Bodhisattva pratique illimitée devenu Bouddha Moanjio, apparu à l'ère de Mapo, pour propager la loi bouddhique partie 1. De ma naissance à ma conversion au bouddhisme, de ma naissance à Omé, jusqu'à ma rencontre avec le bouddhisme orthodoxe, ma vie a été émaillée de beaucoup de péripéties, de trop de péripéties même. De ma naissance à la fin de mes études nées, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, des problèmes de santé m'amènent à écourter mon cursus universitaire. Naissance et enfance, moi, Marcel Azirignon. Je suis né le 29 avril 1970 à la maternité d'Oumé. La ville d'Oumé est le chef-lieu du département éponyme dans la région du Go. Fromager en langue nationale BT, d'Imper BT. Originaire de Ouragayo, du village de Kibbaï, canton Badié. Ouragayo est une sous-préfecture de la région précitée, dont le chef-lieu est Gagnoa. Ma mère, quant à elle, est de Tonigoro, originaire du département d'Oumé, du village de Doubafla. Je suis le 10e enfant d'une fratrie de 17 enfants fondée par la polygamie. Que dire de mon enfance, de mon adolescence? Pas grand-chose, sinon que je n'ai connu ni l'enfance, ni l'adolescence princière, dorée du Bouddha Shakyamuni. À l'instar de mes frères et sœurs, j'ai été scolarisé, je bénéficiais des 3 repas quotidiens, recevais des soins quand j'étais malade, j'étais convenablement vêtu. Mon père, gérant d'un supermarché de la chaîne Avion, ancienne SCOA, faisait de son mieux pour assurer un mieux-être à sa nombreuse progéniture. Je ne suis donc pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Mon cursus scolaire et universitaire, avant que de faire des observations sur ce cursus, il faut l'exposer d'abord. Exposé du dit cursus CE 1976 à 1982, CEPE, certificat d'études primaires et élémentaires plus entrée en 6e obtenu à l'école primaire catholique Filles d'Oumé, EPC Oumé Filles, de 1982 à 1986. BEPC, brevet de fin d'études du premier cycle, obtenu au CEG, Collège d'enseignement général d'Oumé, de 1986 à 1989. Baccalauréat A2, philosophie et lettres, obtenu au lycée moderne de Mans, de 1989 à 1994. Degré 2 de droit non validé à l'université de Cocody. Aujourd'hui Université Félix Houphouët-Boigny. Les observations au terme d'une lecture. Même en diagonale, de mon cursus, 2 observations s'imposent. De 1976 à 1989, l'on note un parcours sans faute. En 1994, en Degré 2, deuxième année de licence, je suis éjecté de l'université. Je me retrouve sur le carreau, sans diplôme. Cela mérite explication. Mes années, école primaire. De ma première année d'école primaire, CP1, jusqu'en 1976, jusqu'à la dernière année, classe de CM2, je n'ai redoublé aucune classe. À l'école, j'étais toujours parmi les meilleurs de ma classe. Alors que la règle, à l'époque, était que la réussite à l'entrée en 6e ne s'obtenait qu'après plusieurs tentatives. Moi je fus réussi dès la première tentative. J'étais très jeune, je n'avais que 13 ans. À l'époque, c'était un âge précoce. Les années, collège et lycée orientés au CEG d'Oumé, mes 2 premières années, classes de 6e et 5e furent assez moyennes. Les 2 dernières années, 4e et 5e furent des années de progression. La progression fut elle que n'eût été les mathématiques, où j'étais nul, c'était le major de ma promotion. C'est que j'étais parmi les 5 premiers de ma classe, avec une moyenne très basse en mathématiques. Logiquement au second cycle au lycée moderne de Mans, lorsque le coefficient des mathématiques passa de 4 à 2 voire 1, je fus major de ma promotion. Je fus un élève assez brillant, tellement studieux que je fus sélectionné pour représenter mon lycée au concours cérébral génie en herbe en 1988. Ma prestation fut tellement éclatante que je pense que si les choses avaient été un tant soit peu transparentes, peut-être que mon lycée et moi aurions gagné le droit de représenter la Côte d'Ivoire à l'international. Un cursus universitaire brisé par la maladie de mes ambitions doctorales en sciences politiques après l'obtention du bac de philosophie et lettres, ambitionnant de devenir avocat, je me suis inscrit à la faculté de droit. À la fac, une autre ambition vint se greffer sur la première, devenir universitaire, après l'obtention d'un doctorat en sciences politiques, puis d'un autre en sciences économiques. Qui veut aller loin ménage sa monture. Cette maxime, je l'ai intériorisée. En effet, j'avais déjà choisi mes sujets de thèse de doctorat. S'agissant de la science politique, je caressais le vœu d'être un spécialiste du Moyen-Orient et du monde arabe. J'avais commencé à réunir une documentation. Je m'étais aussi mis à l'apprentissage de l'arabe. Ce tropisme pro-arabe n'était point issu de la génération spontanée. Il était la résultante de la politique de double standard appliquée par la communauté internationale, notamment par l'Occident dans cette partie du monde.
Cette politique qui a connu son acmé lors de l'invasion irakienne du Koweït en 1990. L'étudiant que j'étais ne comprenait pas cette maldonne dans les relations internationales. Cette incongruité née de l'occupation israélienne de la Palestine en complète violation de la résolution 181 du 29 novembre 1947 du Conseil de sécurité et des moyens diplomatiques, militaires, financiers mis en œuvre pour bouter l'Irak hors du Koweït. Je voulais comprendre. Pour moi, seule la soutenance d'une thèse sur cette région pouvait étancher cette soif cognitive. Il faut rappeler qu'en dépit des accords d'Oslo de 1993, les Palestiniens continuent d'être ce peuple errant, sans véritable État. Ce peuple martyr, il faut le noter, depuis l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023 suivie de la réaction sans doute génocidaire de l'État hébreu, voit sa situation de peuple errant supplanter nul doute celle du juif errant de l'avant-grande guerre, de l'entre-deux-guerres voire celle de la période post-génocide, dont l'histoire de l'Europe n'est pas fière. Aussi sommes-nous fondés à les qualifier de juifs errants du Moyen-Orient. De mes ambitions doctorales en sciences économiques, les économies d'Asie du Sud-Est me fascinaient. Je brûlais d'envie de comprendre la stratégie mise en place par les pays d'Asie du Sud-Est dits dragons ou tigres. Corée du Sud, Taïwan, Singapour, Malaisie, qui au début des années 60, étaient au même niveau de développement que nombre de pays africains, pour émerger aujourd'hui au registre de NPI, nouveaux pays industrialisés, alors que leurs homologues africains tirent le diable par la queue, végètent dans les méandres du sous-développement. La compréhension de ce passage de l'obscurité à la lumière de ces pays ne pouvait se faire sans la soutenance d'une thèse sur l'histoire et les dynamiques des économies de ces pays. Sur ce sujet, j'avais commencé aussi à réunir une documentation. Des études courtes et j'obtins le DEGI, l'antépénultième année de licence, sans coup férir. Ce fut en 2002, dans mon année de sophomore, que les choses commencèrent à se gâter. Je fus pris de violents maux de tête, 4 années durant, mai 1991 début 1995. Qui m'obligèrent à interrompre mes études, sans jamais valider la pénultième année de licence. Quand je dis interrompre, je veux dire que quoique malade, je me présentais aux examens, n'ayant pas étudié. C'était comme si une force extérieure me poussait à l'échec. Ma rencontre avec le bouddhisme orthodoxe Bono Sakubodei, où nos désirs mènent à l'illumination, les souffrances de la naissance et de la mort sans le nirvana. Ce principe essentiel du bouddhisme, relativement à ma situation, trouva un terreau fructifère à son épanouissement. Au départ de ma conversion au bouddhisme, de violentes céphalées au début de mai 1991, de violentes céphalées s'emparèrent de moi. Ce que je trouvais étonnant, en ce que je n'étais pas familier des longues nuits de boss appelées opérations hibou dans le jargon universitaire, ni abonné à l'alcool, aux stupéfiants et cigarettes. Souffrant terriblement et voulant honorer ma scolarité, gage d'une atteinte des miens objectifs, je me suis tourné vers la médecine dite moderne. Après un mois de traitement à coups d'examens médicaux et de quelques séances de psychothérapie, rien n'y fit. De guerre lasse, je recourus à la médecine de nos ancêtres ou médecine traditionnelle. Certains de mes condisciples pratiquants du Sutra du Lotus et membres de la Soka Gakkai, le bouddhisme avait à cette époque beaucoup d'adeptes dans le milieu estudiantin. Constatant mon désarroi, me conseillèrent d'essayer la méthode du Sutra du Lotus. Voulant coûte que coûte poursuivre mes études, ne sachant plus à quel saint me vouer, je décidai d'essayer la méthode précitée, uniquement pour être guéri de mon mal. Je fis mon premier gongyo, le 31 juillet 1992. Moi, dont les représentations du bouddhisme étaient en accord avec celles des non-orientaux. La perception du bouddhisme dans l'imaginaire non-oriental, dans l'imaginaire populaire extra-oriental, le bouddhisme est une religion asiatique de méditation statique, chanteresse de misérabilisme adossée à des austérités et représentée fondamentalement par le tantrisme du Tibet, dont le Dalai Lama est le chef emblématique. Cette représentation du bouddhisme, jusqu'à ma conversion au Dharma du Bouddha, je me l'étais appropriée. La pratique bouddhique devrait être une thérapie à mon mal, et non autre chose. Devenir Bouddha n'était pas dans mes intentions. L'accession à cet état de vie dans le mien entendement n'était que l'apanage des Asiatiques. De plus, je ne savais même pas ce qu'était un Bouddha. Mon atteinte de l'illumination au terme d'une demi-année de pratique bouddhique intense, j'atteignais la bodhéité. Le Bouddha, que je devins, perçut le sens de sa mission sur Terre. Après 6 mois de pratique bouddhique intense, la bodhéité advint à dater de mon premier gongyo, le 31 juillet 1991. Plus jamais je n'ai lâché le Sutra du Lotus. Comme le défenseur au football, face à l'attaquant de l'équipe adverse, je n'ai eu de cesse de le marquer à la culotte. Comme le Bouddha lointain du chapitre Juryo, 16e du Sutra du Lotus, je n'ai négligé de m'investir corps et âme dans la pratique du Sutra du Lotus, mu par la volonté de guérir de mon mal. Pour réaliser mes ambitions, je pouvais passer des heures et des heures à réciter des mots 10, 12, 14, 16 heures d'affilée. En retour de ces pratiques bodhisattviques,
Je pouvais avoir 1 heure, parfois 2 voire 3 heures de non-souffrance céphalique pour étudier. Par la suite, j'ai compris que c'était un stratagème, un appât des divinités bouddhiques pour me maintenir et m'amener à persévérer dans la pratique bouddhique. J'ai intégré, évidemment, un groupe de pratiquants de la Soka Gakkai sur le campus, ce qui me permit d'intérioriser la méthode de l'Homo Bodhisattva. Conversion à la Soka Gakkai, foi, pratique, étude. Alors que je ne le recherchais absolument pas, je parvins à l'éveil, le 31 janvier 1993 au bout de 6 mois d'intense récitation de Daimoku et de Gonjyo couplé à 2 ans de souffrances céphaliques énormes. Je n'avais pas encore 23 ans. Cette mienne atteinte de la bodhéité est la preuve que la formule des Anik, inspirée de la parabole lotusique du vieil et riche homme, et de son fils pauvre et éloigné de lui, qui veut que si vous récitez Nam-myo au rang Gokyo, et que vous ne recherchez pas l'illumination vous atteindrez la bodhéité quand même n'est pas une formule vaine. Le 31 janvier 1993, au cours d'une de mes pratiques intenses, je me vis, comme une image projetée devant mes yeux, guidant un parterre de pratiquants et pratiquantes du Sutra du Lotus au cours d'une séance de Gonjyo. Avec l'éveil, le début de l'entrée en communion avec l'univers, la sagesse inhérente à la bodhéité me permit progressivement de comprendre certaines choses. Je compris que ces extrêmes céphalées m'avaient été infligés par les divinités bouddhiques, et pourquoi elles devraient continuer. Mes céphalées étaient tellement intenses, terribles qu'il m'arrivait très souvent de pleurer, une fois la nuit tombée de pleurer, dans mon lit. J'avais l'impression qu'un objet tranchant, un couteau par exemple, se baladait dans ma tête. Parfois ma vue baissait. Cependant je n'avais pas perdu le sens des choses, j'avais gardé toute ma lucidité. Jamais, je ne me lamentais. Mes pleurs n'étaient pas audibles, c'est d'autant que le modèle d'éducation que j'ai reçu est celle où l'homme ne pleure pas, il sèche plutôt ses larmes, guidait mon comportement. Je restais donc stoïque face à la douleur. Pour preuve, je n'avais pas mis un terme à mes activités politiques au sein du FPI démarré dans la clandestinité en 1990, et surtout au sein de la FESI, dont j'ai dirigé la section droit 2 années durant de 1993 à 1994. De la saisie du sens de ma mission sur Terre. À l'orée de l'année 1995, mes céphalées disparurent, comme elles étaient venues, c'est-à-dire brusquement. Cependant elles furent remplacées par des douleurs physiques, comme si je souffrais d'ostéopathie. Je les supportais nettement mieux que les céphalées à leur début. À dater de mon éveil, je compris que je ne souffrais pas, mais que j'étais plutôt en proie à un martyre lié à ma mission en tant que bodhisattva sorti de terre, apparu à l'air de ma peau, pour propager les 5 caractères de Myo, et que les souffrances auxquelles j'étais en proie étaient l'œuvre des divinités bouddhiques. Au premier trimestre de l'année 1994, je fus éjecté du système éducatif sans diplôme ni qualification. Je pouvais reprendre mes études. Je devins alors un héros cornélien, partagé entre la passion de mes ambitions doctorales et le désir de Kosen Rufu. Sans hésiter, je choisis de propager la loi bouddhique, en cette terre troublée de ma peau. Un autre choix aurait été une parjure. Aurait signifié pour l'humanité l'impossibilité de briser l'engrenage du samsara, et d'atteindre le sommet du mont Sumru rependre. Mes études auraient condamné l'humanité à une mort bodhéique certaine et de ce déni de bodhéité. Ne voulant pas me parjurer et respecter le vœu de servitude de propagation de la loi bouddhique, à l'ère apocalyptique de ma peau, que j'ai formulé au pic sacré de l'aigle, au chapitre 22 du Sutra du Lotus, j'ai décidé de continuer mes pratiques bodhisattviques. De mon retrait momentané de la Soka Gakkai, la fin de ma passion céphalique coïncida avec mon retrait du groupe de discussion que je vais intégrer au début de ma pratique bouddhique. Je serai toujours gré à la Soka Gakkai en général, et au président Ikeda en particulier de m'avoir non seulement fait découvrir le bouddhisme, mais aussi d'avoir contribué à la fondation de mon architecture intellectuelle bouddhique. J'ai certes rompu les amarres au plan physique avec la Soka Gakkai, mais karmiquement et moralement, je ne l'ai jamais négligé. Tout ce que je fais, c'est pour sa grandeur future. Toutes les souffrances que j'ai endurées, c'est pour sa gloire et son rayonnement en cette ère dite troublée de ma peau. Ce repli n'était qu'un repli tactique. Ce retrait de la Soka Gakkai se voulait temporaire, et non définitif. Après avoir ingéré cette capsule didactique, il vous sera loisible d'approfondir vos connaissances sur cette thématique en vous référant à mes sutras, écrits d'un Bouddha, en sanskrit, où elle est longuement développée. Ces sutras sont disponibles, en français, version originale, en anglais et en allemand en livre broché, et en e-book sur tous les sites de vente Amazon. S'agissant des liens Amazon KDP de mes sutras, priez à vous référer à mes profils TikTok, ou Facebook ou encore à la leçon 11 de mes enseignements. Toutes mes vidéos sont compilées sur mes 3 chaînes YouTube. Kosen Rufu TV, English Kosen Rufu TV et Kosen Rufu Vele. Pour les liens de ces chaînes, voir ma bio, ou allez sur Google et tapez l'intitulé de la chaîne de votre choix dans la barre de recherche.